Communiqué numéro 013 de la MOE Senco FCC sur l'ouverture et le déroulement des opérations de vote. S'agissant des lieux où sont installés les bureaux de vote, la MOE Senco FCC a sélectionné 1812 rapports d'observation électorale. 204 rapports, soit 11,26%, attestent que les bureaux de vote étaient installés aux académies et aux écoles militaires, ce qui est interdit par la loi. 7 rapports, soit 0,38%, indiquent que les bureaux de vote étaient installés dans les quartiers généraux des partis et regroupements politiques. 84 rapports, soit 4,64%, prouvent que les bureaux de vote étaient installés dans des lieux de culte. 1524 rapports, soit 84,1%, indiquent que les bureaux de vote étaient installés dans les endroits indiqués par la loi électorale. 2. Concernant l'heure du vote du premier électeur, la MOE Senco FCC a sélectionné 1247 rapports. 803 rapports, soit 64,39%, renseignent que le premier électeur a voté à 6 heures. 231 rapports, soit 18,52%, attestent qu'il a voté avant 6 heures. 83 rapports, soit 6,66%, indiquent qu'il a voté entre 6h01 et 7h. 82 rapports, soit 6,58%, montrent qu'il a voté entre 7h et 8h. 19 rapports, soit 1,52%, disent que le premier électeur a voté entre 8h et 9h. 29 rapports, soit 2,33%, indiquent que le premier électeur a voté au-delà de 9h. Selon la carte d'ouverture des bureaux de vote, la MOE Senco FCC a sélectionné 1531 rapports. 1408 rapports, soit 91,97%, attestent qu'il n'y avait pas eu de vote avant l'heure d'ouverture des bureaux de vote. 123 rapports, soit 8,3%, prouvent qu'il y a eu vote avant l'ouverture des bureaux de vote. S'agissant de l'impression de la carte d'ouverture au démarrage des bureaux de vote, la MOE Senco FCC a sélectionné 1802 rapports. 275 rapports, soit 15,26%, attestent que la carte d'ouverture n'était pas imprimée au démarrage du bureau de vote. 1527 rapports, soit 84,74%, attestent que la carte d'ouverture était imprimée au démarrage du bureau de vote. À ce qui est du matériel manquant à l'ouverture du bureau de vote, la MOE Senco FCC a sélectionné 1849 rapports. 1071 rapports, soit 57,92%, attestent que tous les matériels étaient présents à l'ouverture. 393 rapports, soit 21,25%, renseignent que les listes de votants manquaient à l'ouverture. 122 rapports, soit 6,6%, montrent que les listes des électeurs manquaient. 79 rapports, soit 4,27%, indiquent que les listes de votants par dérogation. 23 rapports, soit 1,24%, attestent que les machines à voter manquaient à l'ouverture des bureaux de vote.
14 rapports, soit 0,76, montrent que l'encre indélébile manquait à l'ouverture. 12 rapports, soit 0,65%, renseignent que les bulletins de vote manquaient à l'ouverture des bureaux de vote. J'avais commis une erreur quand je parlais de 84% qui attestaient que la carte d'ouverture n'était pas imprimée au démarrage, c'est plutôt le bureau de vote. Les incidents. La MOE Senko SCC a sélectionné 1185 rapports d'incidents. Il s'agit d'une sélection parmi plusieurs rapports, plus de 6 000. 864, soit 74,1% des rapports reçus prouvent qu'il y a eu interruption des opérations de vote. Voici les incidents survenus. Dysfonctionnement du dispositif électronique de vote. 346 rapports, soit 29,2%. Diminution par rapport au premier rapport qui parlait de 45%. Bureau de vote, le bureau de vote n'est pas ouvert. 320 rapports, soit 27,17% de bureaux de vote n'étaient pas ouverts. Cas de violence, affrontement ou bagarre. 152 rapports, soit 12,83%. Les observateurs interdits d'accès ou expulsés. 98 rapports, soit 7,43%. Il y a même une religieuse observatrice qui a été tabassée au Sankourou. 7,43%. Achat de vote ou corruption. 56 rapports, soit 4,73%. Non-respect de périmètre de sécurité, 55 rapports, soit 4,64%. Témoins interdits d'accès, 36 rapports, soit 3,04%. Campagne le jour de scrutin, 22 rapports, soit 1,86%. Bureau de vote saccagé ou incendié, 18 rapports, soit 1,52%. Liste électorale arrachée, 15 rapports, soit 1,86%. Bourrage d'urne, 6 rapports, soit 0,51%. 302 rapports, soit 25,9% des rapports reçus attestent que les opérations se sont déroulées normalement. La MOE Senko SCC continue à analyser les rapports des incidents jusqu'à évaluer leur impact sur l'intégrité des scrutins. Je vous remercie. Je crois que la loi elle-même est claire sur les conditions d'appréciation de l'intégrité du processus. Si nous ne nous prononçons pas sur cette question maintenant, ce n'est pas parce que nous manquons des réponses. Mais comme mission d'observation électorale, nous sommes supposés accompagner le processus jusque là où elle va s'arrêter. Maintenant, de nos analyses, parce qu'on n'est pas encore là, c'est là que découlera notre position, notre lecture sur X ou Y choses. C'est quand même une question qui devrait, à notre sens, impliquer et intéresser toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que la MOE et SCC Senko. Et parce qu'à un moment, on a l'impression que les autres parties prenantes abdiquent à leurs responsabilités. Donc, la MOE et SCC Senko, d'abord, n'est pas la seule mission. Elle fait ce qu'elle doit faire, elle le fera davantage. Mais cette question dépendra de la lecture de chaque partie prenante. Si aujourd'hui, le gouvernement apporte sa lecture sur cette nation, c'est une chose. Demain, ça peut être les opposants
ou une autre mission d'observation électorale, mais nous devons quand même savoir que, à la lumière de la loi, les votes est supposé se passer en une journée, comme la loi le veut. Il est aussi important de considérer les éléments des rapports que nous avions déjà publiés. Parce qu'il serait beaucoup plus exhaustif lorsque nous voulons apprécier ce qui suit en ayant un regard sur les étapes précédentes. Il y a plusieurs hypothèses qui pourraient nous aider à apprécier ce qu'on pourrait appeler impossibilité ou cas de force majeure. Vous voyez un peu le raisonnement. C'est-à-dire, si nous parlons en termes de prolongation des périodes, on ne va pas seulement s'attarder à apprécier pourquoi, enfin, à constater ou à justifier. Mais dans notre travail d'analyse, quand nous réfléchissons, je l'ai dit d'abord haute voix, et ce qui devrait être le cas pour vous, comme journaliste, et pour les autres parties prenantes, c'est d'évaluer les processus dans sa globalité. C'est là l'élément sur lequel nous sommes en train d'insister. Parce que rien n'est fortuit. Lorsque le législateur veut à ce que le processus se passe en un jour, parce qu'il estime qu'arrivé à une étape, certains préalables doivent être réunis. Et le fait de se passer le même jour et partout au même moment évite justement d'avoir des... Ça, c'est des pratiques. Ça n'a rien à voir avec la position de la MOE. Donc, la volonté du législateur. Et quand il demande à ce que ça soit un jour de dimanche ou un jour férié, c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a dû décréter la journée du 20 décembre comme étant la journée fériée. Est-ce qu'aujourd'hui c'est férié? Et celui qui pouvait voter dans les mêmes conditions le 20 serait dans les mêmes conditions aujourd'hui? Peut-être c'est un travailleur. Tout ça, c'est des éléments qui doivent nous aider à réfléchir et à apprécier. Mais si on s'attarde seulement à justifier ou à condamner, là, on ne fait pas une analyse responsable. Donc, c'est ça, moi, je pense que ce qui doit vraiment nous aider à apprécier les choses, c'est à ce niveau-là. On doit se poser des questions. Pourquoi a-t-on eu, pour une fois, des bureaux qui s'ouvrent dans la ville de Kinshasa à 15 h? Or, si nous constatons qu'il y a des machines qui tombent en panne, alors que dans le précédent rapport sur les opérations d'enrôlement, on a relevé ces cas, la question, qu'a-t-on fait pour éviter que ce qui a été observé se répète? C'est aussi de cette façon qu'on renforce la tradition ou la pratique électorale. Parce qu'en fait, les élections deviennent à un certain moment une coutume, une tradition électorale. Et nous tirons des leçons par rapport à ce qui s'est passé. Il ne faut pas que nous soyons tous motivés seulement au résultat. Nous ignorons, en fait, nous faisons l'éternel recommencement. Et parfois, nous voulons relativiser les choses par rapport à nos positions. Mais en fait, c'est nous-mêmes qui nous faisons du mal parce que nous n'apportons aucune correction et nous n'améliorons pas notre système. Quelle leçon le processus de 2018 aura donné au processus de 2023? Donc, si nous voulons rester dans l'esprit de la Constitution, et c'est pour cette raison que nous, comme des églises, nous accompagnons les processus, ce n'est pas pour la beauté, ce n'est pas pour se faire de l'argent, mais c'est pour contribuer à notre responsabilité de la justice, de l'équité et de la vérité. Et donc, nous ne sommes pas que des missions d'observation électorale, nous sommes avant tout des églises. Et la caution morale, la responsabilité spirituelle que nous avons devant Dieu, l'histoire et le peuple, nous oblige à nous comporter par rapport à cela. Donc, lorsqu'on parle de mission d'observation électorale des églises, il faut que cette nuance soit faite, parce qu'on sent même au niveau de l'opinion, vous entendez, lorsqu'on commence à agresser une religieuse qui vient juste pour observer, c'est question de perception et ça devient dangereux. Combien de nos observateurs étaient obligés de se cacher, de se voiler pour des raisons de sécurité? Parce que simplement, dans une certaine opinion, on veut croire ou on fait croire que le travail de la CENCO et de l'ECC serait d'empêcher certains candidats et de donner l'avantage à d'autres. Et ça, il faut qu'on en parle.
Donc c'est ça le problème qui dérange. Et à chaque fois que vous donnez des avis constructifs, les gens ne voient pas ce qui construit, mais chacun se positionne par rapport à ses intérêts. Si ça l'arrange, il soutient. Si ça les dérange, il critique. Mais après, en fin de compte, comme je l'ai dit, surtout nous, Congolais, nous devons nous rendre compte que c'est notre propre honte. Parce que ça ne nous aide pas à nous faire respecter aux yeux du monde. Même ceux qui peuvent nous encourager en faisant semblant, en secret, ils se disent, mais c'est Congolais finalement. Quand est-ce qu'ils vont comprendre? Donc ça, c'est quand même un message important comme des religieux pour dire, nous ne sommes pas des missions d'observation électorale pour faire plaisir à X ou pour contraindre Y, parce que certains attendent que nos résultats des rapports, des résultats, parce qu'ils pensent que nous serons là pour contester. Notre mission n'est pas de contester. Nous ne sommes pas là pour dire qui doit être président, qui ne doit pas l'être. Mais c'est d'accompagner la légitimation et la protection de la volonté collective exprimée par les élections. Merci beaucoup. Bon, par rapport aux dispositions légales que la CENI aurait violées, parce qu'il n'y a pas que cela, il y a déjà par exemple l'exigence d'afficher les listes électorales, il y a par exemple, nous ne sommes pas là comme gendarmes de l'État, nous observons, pour le moment nous analysons, progressivement nous informons, et avec notre rapport préliminaire, on pourra peut-être donner un avis technique. Je crois que c'est chacun qui doit assumer sa responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'observer et de rendre compte de ce que nous avons observé. Le gouvernement a sa responsabilité, la CENI a sa responsabilité, les politiciens ont la leur, la population a la sienne. Donc, on ne doit pas avoir confusion à ce niveau-là. Et je rappelle que si nous avons engagé cette mission d'observation, c'est dans l'unique but de promouvoir la transparence du processus électoral pour contribuer à la paix. Parce que beaucoup de crises qu'ont connues ces pays, c'est souvent des crises autour de conflits, autour de la légitimité. Nous avons demandé des accréditations pour 25 000 observateurs. On avait pris au départ des dispositions pour 11 000 observateurs non citoyens. Et là, avec une structure, quelques jours avant, on a ajouté 3 000 observateurs citoyens qui n'avaient pas besoin de cas d'accréditation avec l'accompagnement de NED. Donc, ce qui fait un total de 25 000 prévus, plus 14 000 citoyens. Alors, mais avec le travail que nous allons faire, nous saurons où ils ont été exactement. Vous avez suivi qu'il y a au moins 7% de nos observateurs par rapport à cet échantillon à qui on a refusé l'accès ou qui ont été expulsés jusqu'à être violentés. Et il y en a qui étaient menacés au point qu'ils ne voulaient pas être très visibles parce qu'ils pouvaient être, à part le macaron, l'accréditation, on avait pris des dispositifs pour que ce soit plus visible. Mais comme ils étaient menacés par des personnes que vous pouvez deviner, alors ils ont renoncé à cet aspect de visibilité. Mais c'est donc nous ne sommes pas encore à l'étape d'évaluer. Nous avons dit que nous continuons à analyser les données et il arrivera un moment où on va évaluer l'impact des incidents par rapport à leur nombre, par rapport à leur nature, sur la crédibilité du scrutin. Ceci n'implique pas ce qui a été fait dans le cadre de PVT. Le travail dans le cadre de PVT, ceux qui auront l'occasion d'aller visiter à la SENCO avec notre autorisation seront le bienvenu, est en train d'être fait avec l'accompagnement des experts en la matière et c'est quelque chose qui veut de précision pour lesquelles il faut vraiment respecter les normes et on n'est pas pressé. Arrivera un moment, on donnera aussi un avis par rapport à cela. À ce moment-là, celui qui nous contestera pourra nous dire du point de vue scientifique où est-ce qu'on a failli par rapport aux exigences de PVT. Il n'y a pas eu formation de manière systématique. C'était des briefings qu'on a de nos agents. C'est comme ça que vous voyez, il y a beaucoup de problèmes techniques dans les bureaux de vote.
Et ceux qui sont allés voter ont constaté que même les circuits de vote dans un bureau de vote, dans la plupart des cas, il y avait du désordre. Donc cet aspect aussi des choses a pu souffrir à cause de ces déploiements qui ne s'est pas réalisé dans de bonnes conditions. Il y a deux paramètres importants qui font que nous puissions limiter les rapports qu'on doit rapporter maintenant. Vous savez qu'il y a des bureaux qui continuent à voter maintenant. Il y a d'autres qui vont voter demain. Vous savez que nous utilisons un système qui nécessite la couverture de la téléphonie mobile. Beaucoup de bureaux sont enfouis à l'intérieur, là il n'y a aucune couverture de téléphone. Il n'y a pas moyen d'envoyer des SMS. C'est des gens qui vont aujourd'hui, parce que le vote, même à l'intérieur, a eu lieu il y en a qui ont commencé hier, qui ont continué jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Il y en a qui vont commencer aujourd'hui, peut-être jusqu'à la journée de demain. Donc il y a encore un grand lot de rapports qui traînent dans la brousse, qui ne sont pas encore parvenus de ces fêtes-là. Il faut savoir qu'à l'intérieur des territoires, la majorité des bureaux de vote vont voter aujourd'hui et demain, vont ouvrir aujourd'hui et demain. Donc nous avons ces lots-là des rapports que nous allons récupérer et vous présenter lors de notre déclaration préliminaire. Là, nous vous donnons des éléments pour que nous réfléchissions ensemble, parce que les éléments qu'on met à vote, vous n'êtes pas là que pour prendre la position de la CNCOSC. Nous mettons à votre disposition un certain nombre d'éléments pour que nous réfléchissions ensemble et que nous puissions voir comment est-ce que c'est passé. Le moment venu, quand nous aurons tout fini, on va vous dire ce qu'on pense de tout cela. Puisque les Véran a évoqué les critères pour évaluer l'intégrité d'un processus électoral, pour bien avancer la réflexion, je peux vous en citer 4. Il y a l'inclusivité, il y a la transparence, il y a la responsabilité, redevabilité et la compétitivité. Nous serons là pour évaluer tous ces aspects à travers plusieurs détails pour vous dire de quoi il s'agit.